Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Alors aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'être chez Olivier Delorme et nous allons parler de souveraineté populaire, de démocratie, de son histoire et de où va cette démocratie aujourd'hui qui semble avoir bien de la peine à réellement s'exprimer. En tout cas, les citoyens de plus en plus ont l'impression qu'ils ont du mal à faire valoir leur droit à la souveraineté populaire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cela, s'il vous plaît, si vous le pouvez, si vous êtes abonné sur YouTube, si vous regardez sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok, également sur Telegram, même si vous n'y allez pas souvent. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être là où vous remarquez, mais le European Democratic Shield de Madame Loiseau, le bouclier démocratique européen, commence à s'installer sur les réseaux sociaux. Et la démocratie consiste à ne pas critiquer ce qui se décide à Bruxelles ou à l'Élysée. En tout cas, j'ai l'impression que c'est à peu près ça, leur bouclier démocratique. Et donc, on va en parler maintenant avec Olivier Delorme. Merci de nous recevoir chez toi. Mais bienvenue et merci de me donner la parole une fois de plus, Georges. Tu sais, je suis toujours très content de parler aux gens de République souveraine et de te revoir. Voilà, donc c'est un double plaisir. Et on voit comme c'est le décor chez toi, tes livres, ta musique. Il y a beaucoup de choses en grec. Oui, il y a. C'est normal. Tu parles grec. Je suis ici pour quelques jours, puisque maintenant je me partage de plus en plus entre la Grèce et Paris, mais avec une grande majorité pour la Grèce. Donc voilà, donc tout ça a été accumulé avant que notre départ là-bas. Et effectivement, on voit sur cette bibliothèque que ça va de l'Antiquité à nos jours, aux poètes, aux romanciers, voilà, toute cette belle culture grecque qui nous vient du fond des âges, qui est un de nos piliers culturels et qui, dans les pays européens, a toujours une grande vivacité. Il y a toujours, pour un petit pays, une grande vivacité littéraire, une grande vivacité poétique. La poésie grecque a eu 2 prix Nobel pour un tout petit pays de moins de 10 millions de 11 millions d'habitants, 2 prix Nobel de littérature, Séphéris et Élitis. Et il y a toujours aujourd'hui un grand intérêt pour le théâtre, pour la poésie, pour la littérature dans ce pays. Voilà. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que je suis chez moi là-bas. Alors, là, vous pouvez voir à l'écran une histoire de la Grèce et des Balkans. Au cas où cette partie du monde vous intéresserait. Et Olivier Delorme en est un des grands spécialistes et c'est parmi ses nombreux livres. Tu sais que ça a été important. une grande joie que j'ai éprouvée il y a deux jours, parce que j'ai eu mon dernier relevé de titres de droit de Gallimard, et ces 3 volumes sur l'histoire de la Grèce et des Balkans ont dépassé les 25 000 exemplaires. Donc c'est en 10 ans. Alors en 10 ans, hein, c'est pas les tirages de Lévy ou de Musso, mais bon, pour un livre d'histoire de plus de 5000 pages, je trouve que c'est un beau résultat, et qui donne aussi beaucoup d'optimisme sur les attentes du public, en fait, parce que ce livre chez Gallimard n'était pas soutenu, on va dire, par les commerciaux qui pensaient que cette région n'intéressait personne. Et en fait, comme toujours, on se rend compte que le public a des attentes beaucoup plus, qui rendent beaucoup plus optimistes que ceux qui pensent, ceux qui croient que ce que le public pense et que le public attend. C'est-à-dire que je pense que le public attend des choses beaucoup plus exigeantes que ce que, en général, les commerciaux et, hélas, de plus en plus les éditeurs pensent que le public attend. Voilà. Donc c'était un grand plaisir de voir ce chiffre. Oui, en réalité, c'est un très très bon chiffre pour un livre d'histoire effectivement exigeant. Et puis, moi, je pense qu'il y a quelque chose réellement de ce que tu dis, puisque là, nous étions avec Fréquence Populaire à Athènes.
pour voir Zoé Konstantopoulou, on va reparler, heu, pour une relance d'une action, des peuples au niveau européen. Et il est vrai, même si je suis allé peut-être, je ne sais pas, j'ai eu la chance d'aller 50 fois, à Athènes pour des raisons personnelles et professionnelles, de voir l'Acropole, il y a quelque chose qui il y a un Ah truc oui, qui oui, c'est chez moi. oui, oui, bien Bon, sûr, chez moi, je ne suis pas grec, bon, mais il y a quelque chose de nous bien qui sûr. est là, qui vibre là et je pense qui intéresse les gens. Et d'ailleurs quand, c'est ce que j'ai dit, ce rassemblement organisé par Zoé Konstantopoulou, quand il y a eu la victoire du non, OK, lors du référendum de 2015 sur lequel ils se sont aussi assis, c'était pour moi un des moments les plus militants, les plus joyeux. Donc je suis pas grec, je suis pas participé, mais on avait gagné. On avait gagné et les Grecs portent, quelque chose, que ne portent pas tous les peuples, je crois. Oui, 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 c'est tout à fait vrai. Et ils sont, si tu veux, quand on est là-bas, on est face à nos racines en permanence. Si tu veux, moi, j'habite, alors là, je travaille sur un roman sur les débuts de la médecine occidentale d'Hippocrate, hein, qui nous a laissé une cinquantaine de livres, enfin, même si tous ne sont pas de la main d'Hippocrate et beaucoup sont plus tardifs. Mais notre médecine vient de là. C'est-à-dire que moi, je suis en face de Cos. Ben voilà, la médecine est née là. Je veux dire, quand on va à l'Acropole, en dessous, quand on va à Épidore, il y a le théâtre. Notre théâtre est né là. Je veux dire, donc voilà. Alors je sais bien que les historiens aujourd'hui n'aiment plus trop cette expression de miracle grec, mais enfin, les racines de notre civilisation, de notre monde, de notre culture, de notre science. Je veux dire, la logique, voilà, Aristote, tout ça, c'est au fondement même de tout ce qui a fait l'Europe, la vraie, Platon, les voilà, Stoïciens. l'Europe culturelle, pas cette Europe politique qui détruit les nations et la démocratie, mais la véritable Europe qui est un espace culturel et qui est un espace qui doit une partie, bien évidemment, au christianisme ensuite, qui lui-même a récupéré toute une partie de cet héritage antique, mais d'abord cet héritage fondamental du 6e, 5e, 4e siècle, où toute notre civilisation s'élabore. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de plutôt des partis, très à droite qui parlent de monde judéo-chrétien, certes, mais c'est gréco-romain d'abord. Oui, oui, et puis si tu veux, autant le judéo-christianisme est une notion qui est contestable historiquement, autant je dirais l'helléno-christianisme est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus pertinent comme image, parce que alors si les chrétiens ont détruit toute une partie des livres des auteurs anciens qui ne correspondaient pas qui correspondaient pas à leurs croyances et qui allaient contre, bon voilà, les philosophes de Cyrène, les philosophes atomistes, ça ne leur convenait pas, et donc on n'en a plus que des petits extraits. Mais il y a tout un autre pan de la culture hellénique qui, à mon avis, est au moins aussi important que le judaïsme dans le christianisme. Je veux dire, le christianisme que nous connaissons, c'est le christianisme de Paul qui est en réalité de culture grecque et qui christianise le monde grec en grec. Et longtemps, les textes chrétiens nous sont parvenus en grec à travers les Grecs, même si aujourd'hui il y a des manuscrits plus anciens. Donc voilà, les racines chrétiennes, très bien, les racines juives, oui, bien sûr, elles existent, mais les racines grecques sont au moins aussi importantes pour l'arbre européen qui s'est développé depuis ce moment-là. D'ailleurs, je fais un aparté, avec l'historien que tu es, puisqu'on parle de christianisme, de monde grec. Il semble, qu'en Occident, il y a un aspect de l'histoire européenne qui est complètement, allez, on peut le dire, pour certains littéralement effacé. C'est Byzance,
Constantinople, à peu près 1000 ans quand même, en grec. Et souvent, on a, et ce qui est vrai, les philosophes, des scientifiques arabes ont transcrit du grec, qui est revenu. Mais enfin, il y avait aussi New York, qui était à l'époque Byzance, Oui, oui. et qui a complètement disparu. Si tu veux, je crois que je commence la Grèce et les Balkans comme ça. C'est-à-dire que je dis que la grande coupure entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident perdure. C'est-à-dire que y a un complexe de supériorité de l'Occident, de l'Europe, qui fait qu'en fait, elle ignore cet Orient de l'Europe, qui est pourtant sa matrice. Alors, oui, bien sûr, une partie de l'héritage grec est arrivée par le monde arabe, mais on oublie tout le temps de dire que, en fait, il y a une partie bien plus grande qui est arrivée par les savants byzantins qui ont fui la conquête turque et qui se sont retrouvés à Venise, à Trieste, surtout à Venise, à Venise et à Rome, où ces lettrés byzantins se sont réfugiés en amenant avec eux leur bibliothèque. Et c'est eux qui ont appris à nos humanistes à redécouvrir les textes de l'Antiquité. Alors oui, une partie est passée par le monde arabe, mais une autre partie, et je dirais plus vivifiante, est passée par ces lettrés byzantins qui, à partir du XVe siècle, viennent se réfugient en Orient, en Occident, avec leur bibliothèque. Il y a un personnage tout à fait emblématique qui s'appelle Bessarion, qui était métropolite du côté de Constantinople, qui vient à Rome, qui est pour l'union des églises avant la conquête turque, c'est-à-dire pour, comme disaient les chrétiens de l'époque, raccommoder le manteau du Christ et faire que les deux églises qui s'étaient séparées se raccommodent. Et ce Bessarion, il manque à quelques voix d'être pape. Et il crée à Rome un collège grec avec toute sa bibliothèque des humanités antiques et byzantines qui vont former toute une partie des humanistes chrétiens, des humanistes occidentaux. Erasme apprend son grec à Venise avec un clerc grec arrivé de Constantinople. Il y a une grande imprimerie à Venise qui va réimprimer tout ce qui est arrivé avec ces lettrés en grec puis traduit en latin, et qui va donner accès beaucoup plus facilement à Platon, à Aristote, à tous ces Grecs, christiano-compatibles. Donc on a ce mouvement-là qui est ignoré, mais si tu veux, pour quelqu'un qui s'intéresse à ce monde-là, c'est très étrange de voir, par exemple, que aucun grand roman, aucune grande série télévisée se passe à Byzance, par exemple, alors qu'il y a des destins dans l'Empire byzantin qui sont extraordinairement romanesques. Enfin, si mon amie Marina de Deyan a fait un roman il y a quelques années, mais il n'y a pas de grande série télévisée, par exemple. Tu vois, l'équivalent des Rois maudits, on pourrait très bien avoir des choses sur l'impératrice Sirène ou sur des personnages de cette trempe-là qui ont tout à fait des destins qui pourraient servir. Ben non, l'Occident ignore ça. Et pour moi, c'est pas à toi que je vais le dire, mais pour moi, c'est une des raisons des partis pris occidentaux dans les guerres de sécession yougoslaves, par exemple. C'est-à-dire que toute l'Europe orthodoxe était par essence quelque chose qui nous était étranger. Et donc, il y a eu derrière des partis pris politiques qui se sont calqués sur ces partis pris culturels très anciens.
Certains voient la même chose en Ukraine. Oui, Une sorte oui, de oui, continuation une continuation de la quatrième croisade. Si tu veux, quand on voit aujourd'hui que les orthodoxes fidèles au patriarcat de Moscou sont persécutés en Ukraine et que tous nos beaux esprits n'ont rien à dire, ils n'ont rien à dire. Je veux dire, qu'on disperse des monastères, qu'on s'en prenne à la liberté de religion en Ukraine. Je veux dire, manifestement, ça gêne pas grand monde, quoi. Donc, enfin, ça gêne personne. Alors que je suppose que si la même chose se produisait en Russie avec des uniates ou avec des catholiques, on en ferait tout de suite des gorges chaudes. Alors pour en revenir à la Grèce d'aujourd'hui, qui est dirigée par le centre droit Mitsotakis. Je ne suis pas trop suivi de centre, mais... Oui, alors, si tu veux, la droite grecque, depuis ce que les Grecs appellent la métapolitefsie, c'est-à-dire le rétablissement de la démocratie, a la caractéristique d'intégrer en réalité l'ensemble des droites. On nous parle ici d'union des droites, mais la nouvelle démocratie telle qu'elle s'est, c'est le nom du parti, Nea Demokratia, telle qu'elle s'est constituée en 1974 et qu'elle s'est étendue, en réalité intègre des courants qui sont des courants très différents et qui vont du centre droit à je dirais à une partie du RN, si on voulait faire la comparaison, ou à des gens qui seraient en France chez Reconquête. C'est-à-dire que il y a vraiment des courants très il y a des courants très étatistes, autoritaires, qu'incarne par exemple le clan non étatiste, c'est-à-dire plutôt dirigiste, avec une fibre sociale un peu gaulliste qu'incarnent les Karamanlis, le clan Karamanlis. Depuis le rétablissement de la démocratie, il y a une droite très dure, autoritaire, qui vient de la vieille tradition monarchiste grecque, qui est incarné par un type qui s'appelle Samaras, qui a été Premier ministre au début pendant ce qu'on a appelé la crise grecque, et Mitsotakis, qui est au pouvoir à l'heure actuelle, c'est plutôt le centre droit européiste et atlantiste. Oui, il a eu être un téléphone direct à des courses là. Ah oui, c'est vraiment, il la reçoit en Crète. C'est vraiment ce qu'on fait de plus aligné. Voilà, ils viennent de voter la journée de 13 heures de travail là. Oui. On a découvert ça. Bon, pas tout le temps, pas pour toutes les professions, pas 12 mois sur 12, mais enfin, la porte est ouverte. Et puis c'est 6 jours sur 7. Et puis voilà. 6 jours sur 7, c'était voilà. Déjà l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et puis la retraite, c'est 70 ans, si j'ai bien compris. Oui. Et puis on peut faire jusqu'à 70 heures par semaine. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de Grecs ont 2 voire 3 emplois. Ah bah oui, parce que les salaires et les pensions ont été en 2015. Moi, j'ai essayé d'expliquer en 2015 que ce qui arrivait en Grèce, c'était un laboratoire et que c'était notre avenir. À l'époque, beaucoup de gens rigolaient. Tu as raison. Mais non, ça ne peut pas arriver en France. Voyons, allons. Et donc, voilà, donc on a testé un certain nombre de choses. On a testé la société grecque et ses réactions. La société grecque s'est soulevée. Il y a eu un épisode para-insurrectionnel qui a été durement réprimé à coups de gaz. Syriza. Avant Syriza, oui. Les jeunes ont été tués par la police. Oui, alors ça c'est même avant. Le jeune qui a été tué par la police, c'était avant 2015.
et c'était dans des manifestations qui déjà étaient sur la modération salariale, le SMIC jeune, etc., qui avait été imposé déjà avant 2015. Parce qu'en réalité, 2015 arrive à un moment où où le recul social est déjà entamé au nom de l'euro et au nom de la compétitivité, où il faut faire de la dévaluation intérieure, puisque l'euro est surévalué pour l'économie grecque. Donc il est nécessaire pour maintenir entre guillemets la compétitivité, d'écraser les salaires. Donc si tu veux, la politique d'austérité salariale, elle est menée avant même la crise de 2015. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Papandréou arrive au pouvoir au moment où il fait sa campagne sur de l'argent, il y en a, en disant on va le prendre là où il est. Et puis 6 mois après, il apparaît à Castelorizo et dit de l'argent, il n'y en a plus. Et donc se déclenche la crise qui fait que on met en place les mémorandums et tout ça. Donc le gamin qui meurt avec un tir tendu probablement de la police, c'est avant. Mais après, il y a un épisode insurrectionnel où Athènes est vraiment se soulève, si tu veux. Il y a des gens qui se brûlent, qui s'arrosent d'essence et qui s'immolent par le feu devant une banque. Je me rappelle d'un pharmacien qui s'est tiré une balle devant le Parlement dans la tête, pharmacien retraité, en accusant les députés. Il y a toute une série de choses comme ça. Il y a des manifestations de masse qui sont réprimées très très durement. Il y a des jours et des jours où Athènes vit dans un nuage de gaz permanent. Et puis Syriza qui dit calmez-vous, on est aux portes du pouvoir et on va tout changer. Voilà. Et donc les gens se calment, Syriza arrive et arrive ce qui arrive et que vous avez tous en tête. Donc voilà, si tu veux, et derrière se met en place une mécanique absolument terrible de reculs sociaux en cascade, avec des coupures dans les salaires et les pensions qui font que déjà avant, beaucoup de Grecs avaient un travail et un travail à temps partiel ou un deuxième travail pour compléter les revenus. Et maintenant, on a des gens qui ont deux ou trois emplois. Donc jeunes qui étaient faits. Ah ben, si tu veux, il y a pas que des jeunes, il y a 500, en gros 500 000, alors j'ai plus les derniers chiffres, mais en gros on est à 500 000 sur un pays de moins de 11 millions d'habitants, donc c'est considérable. Et c'est pas l'émigration des 19e ou début 20e siècle, c'est pas une émigration de pauvres mal formés, c'est une émigration de gens très bien formés, dont les études ont été payées par le contribuable grec et qui vont créer de la valeur ailleurs. C'est-à-dire qui vont chercher des conditions de vie considérablement meilleures en Allemagne, en Suède, au Canada, en France. Voilà, donc c'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des pédiatres, c'est des anesthésistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui manquent aujourd'hui en Grèce. Donc si tu veux, il y a une espèce derrière de pillage des cerveaux. Voilà, ce qu'on appelle souvent les pièges de cerveau, c'est pas Sankara. L'immigration est une chance pour la France, mais parfois c'est une malchance pour les pays d'où il part. Oui, bien sûr. Là, en l'occurrence, la Grèce, c'est pas loin. Et aujourd'hui, il y a des listes d'attente dans les hôpitaux. Voilà. Donc le ministre de la Santé, qui est dans ce gouvernement, dit de On m'a dit qu'il fallait même payer. Oui. Pour accélérer le processus. Oui, alors ça, c'est pas nouveau, si tu veux. Il y a le système de ce qu'on appelait les fakelakia, les enveloppes. Ça a un petit peu toujours existé en Grèce. Mais ce qui est sûr, c'est que l'austérité n'a pas fait disparaître ça. Au contraire. C'est-à-dire que, évidemment, si tu veux,
le clientélisme et ce type de petite corruption ne sont pas des enfants de la prospérité. C'est des enfants c'est des enfants de la pénurie. C'est-à-dire que voilà. Alors le ministre de la Santé qui lui, alors que ce que je te disais sur la Nouvelle Démocratie, lui vient vraiment de l'aile droite et même de l'aile d'extrême droite de l'arc politique grec, et lui, il a par exemple étendu les horaires d'opération dans les hôpitaux. C'est-à-dire que on donne la possibilité, entre guillemets, aux chirurgiens d'opérer plus tard, voilà. Donc si tu veux, il y a toute une série et puis il y a également l'importation de médecins qui viennent d'ailleurs. Parce que comme les médecins grecs partent en Europe occidentale, on fait venir des médecins roumains. Et puis comme les médecins roumains manquent, c'est des médecins ukrainiens qui viennent en Roumanie. C'est ça l'Union européenne. Alors, ici, c'est ça aussi, où c'est emblématique. On n'arrête pas de nous dire que la Grèce va mieux. Alors, pour dire qu'elle va mieux, on nous parle de la réduction de la part de pourcentage de la dette rapportée au PIB. Alors, c'est vrai qu'elle est à 240 maintenant, mais elle est quand même toujours la première en Europe. Elle est à 170 ou quelque chose. Oui. Mais comme tu as dit, c'est un coût. Beaucoup de gens partent, les services publics sont en carafe. Zoé Konstantopoulou nous a montré le combat récent qu'elle a mené avec les pompiers, parce que c'est un pays qui a du mal à contenir ses feux vu le manque de moyens et de pompiers. Mais là, 3000 et de prévention. Mais là, c'est 3000 pompiers en moins. Parce que donc ça ne va pas arranger, je suppose, les choses. Donc en fait, il y a une réalité d'élitement derrière le succès des chiffres. Non, si tu veux, les chiffres macroéconomiques sont totalement... Mais je veux dire, notre ami Emmanuel Todd l'a montré pour le PIB américain, d'une manière tellement magistrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres macroéconomiques qu'on présente et qui sont flatteurs cachent une réalité qui fait que la Grèce ne produit plus rien. C'est-à-dire que alors la bourse va bien. Donc c'est pour ça qu'on dit que la Grèce va mieux, c'est parce que la bourse va bien. Alors la dette sur PIB, effectivement, diminue, mais elle ne diminue pas parce que le PIB augmente. Elle diminue parce qu'on a imposé une austérité budgétaire qui fait que les services publics ont été privés de moyens depuis 10 ans, et qu'on a imposé que la Grèce soit en excédent budgétaire et qu'elle consacre cet excédent budgétaire au remboursement de la dette. Donc, si tu veux, ça a comme conséquence une dégradation des services publics, et ça a une conséquence, c'est que l'économie n'est pas repartie. C'est-à-dire que les chiffres qu'on présente aujourd'hui, si on regarde ce fameux PIB, il est toujours pas au niveau de 2015. Il est à entre 25 et 30% de ce qu'il était, en dessous de ce qu'il était au début de la crise. Donc si tu veux, tout ça est de la pure et simple propagande. Aujourd'hui, en réalité, quels sont les secteurs de l'économie grecque qui fonctionnent ? Le tourisme, mais le tourisme qui devient un surtourisme, c'est-à-dire c'est un tourisme de masse qui ne profite pas aux Grecs. Alors ça fait des rentrées, évidemment, ça fait des rentrées comme ce que dit Todd sur les honoraires d'avocats aux États-Unis. Ça fait des rentrées, mais c'est pas des rentrées qui profitent aux Grecs, parce que c'est beaucoup le tourisme all-inclusive qui s'est développé. Ce tourisme all-inclusive, il est du fait de multinationales du tourisme qui pressurent les prestataires de services locaux, qui emploient des gens
souvent même en dessous des minimums légaux de salaire, qui se sert aujourd'hui des immigrés de Bulgarie ou de Roumanie, ou même extra-européens, des Pakistanais, des gens comme ça, qui viennent faire le service dans les trucs, dans les hôtels. Et derrière, le coût de ce surtourisme est considérable. C'est-à-dire que c'est un coût écologique, avec des consommations d'eau bien au-delà de ce que peuvent fournir les îles grecques, par exemple. Si tu veux. À Rhodes, j'ai un ami qui travaille dans l'eau. Je pourrais te raconter son histoire d'ailleurs, parce que avant il travaillait dans une structure municipale où il s'occupait des sources, de l'entretien des sources, et où il y avait toute une série d'aménagements avec des réservoirs en forêt qui me permettaient de lutter contre les incendies, qui permettaient aussi à la faune de venir boire, parce que à Rhodes il y a encore des cerfs et des biches en liberté dans la forêt. Voilà, donc il entretenait ses sources, il adorait son métier. Et puis quand est arrivée la crise, on l'a licencié parce que l'Union européenne ne voulait plus que l'eau soit gérée par les municipalités. Donc la structure de l'eau a été privatisée. La structure de l'eau privatisée l'a réembauché, mais à 30% en dessous du salaire qu'il touchait. Et il s'occupe plus des sources et de l'entretien de l'eau dans la forêt de Rhodes, mais il s'occupe des stations d'épuration des hôtels. Et donc son métier l'intéresse beaucoup moins, d'une part, et puis surtout, comme les sources ne sont plus captées, entretenues, etc., l'eau va à la mer, et pour alimenter les hôtels, on multiplie les forages dans la nappe. Mais les forages dans la nappe, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font que, après 2 ou 3 années de sécheresse comme on a eu, la nappe se rétrécit. Et comme Rhodes est une île, eh ben, la nappe, elle se salinise, parce que l'eau salée rentre dans la nappe qui est sous Rhodes. Et résultat, il y a 2 ans ou 3 ans, le tiers de Rhodes a brûlé. Voilà. Donc, si tu veux, ça, c'est les politiques de l'Union européenne. C'est pas des conséquences demain, mais c'est des conséquences. C'est des conséquences qui sont dramatiques. Et il y a un village dans le sud de Rhodes où il y a d'ailleurs Asclépion, où il y a d'ailleurs une très belle église byzantine pleine de fresques, où a été construit récemment un hôtel où chaque logement a sa piscine. Et les gens du village n'ont plus d'eau, où ils ont des coupures d'eau toute la journée. Voilà, donc si tu veux, ce tourisme-là, il est extraordinairement destructeur dans des systèmes écologiques qui sont extrêmement fragiles. Voilà, donc si tu veux, ce surtourisme est dramatique. Il est dramatique aussi pour l'entretien du patrimoine, hein. Il y a des endroits où ce surtourisme, alors l'aménagement de l'acropole a quand même fait beaucoup question, le récent aménagement de l'acropole. Donc si tu veux, tout ça dire aujourd'hui que l'économie grecque se redresse, non. Les entrées touristiques en Grèce explosent. Donc il y a ce que je te disais là sur le all inclusive, mais on peut dire la même chose sur les aéroports, par exemple. Syriza a donné les aéroports en gestion à Fraport, société allemande, qui gère et qui encaisse les bénéfices. Et les Le Pirée chinois. Oui, le Pirée chinois, d'autres Thessalonique est en partie français, les chemins de fer avec
avec l'accident de Tempi dramatique, ont été privatisés à une société italienne, etc., etc. Et donc, si tu veux dire aujourd'hui que la Grèce repart, non. Et le deuxième poumon de l'économie grecque, bah, c'est l'armement maritime classique. Voilà. Donc, si tu veux, c'est les deux secteurs. Et puis alors, la Grèce manque d'énergie. Et donc, dans les accords non dits qui ont été imposés à la Grèce, il y a eu l'achat massif ou la promesse d'achat massif d'éoliennes allemandes, qui fait qu'aujourd'hui, la Grèce devient un parc à éoliennes terrifiant. C'est-à-dire que si vous passez au-dessus du sud de l'île de B en avion, les régions qui ont brûlé sont pas replantées, mais elles sont plantées d'éoliennes. Que dans les montagnes du centre, on ravage des sites naturels superbes, en faisant des routes, en coulant des tonnes et des tonnes de béton, tout ça pour mettre d'énormes éoliennes achetées à l'Allemagne et faire tourner l'industrie allemande. Donc, si tu veux, tout ça est une vaste fumisterie quand on nous dit que la Grèce va mieux. Eh bien justement, l'histoire de ton sourcier et de ce que tu nous décris et des ravages du tourisme en Grèce nous permettent d'aborder un sujet qui est important, qui est celui en même temps des infrastructures et de la démocratie. Donc tu viens de l'évoquer, il y a eu ce terrible accident de Tempe à Larissa, pas très loin d'Athènes, si je ne m'abuse. Donc 2 trains qui se rentrent dedans et qui pendant 12 minutes ont roulé à toute vitesse l'un vers l'autre sans qu'aucune signalisation n'alerte personne nulle part. Et le gouvernement a essayé d'enterrer cette affaire, mais le peuple s'est soulevé. D'abord par les associations de victimes, en demandant tout simplement, mais nous on veut savoir ce qui s'est passé, on veut une enquête. Et ce qu'il apparaît, c'est que mais c'est les conséquences des mémorandums, c'est les conséquences des politiques d'austérité de l'Union européenne, moins de financement pour les infrastructures, moins de maintenance, moins de surveillance, beaucoup de privatisation, trop d'acteurs. Et on constate que c'est quelque chose qui touche tous les Européens. Puisqu'on a même un pont qui s'est effondré en Allemagne récemment. On a plusieurs milliers de ponts en France qui sont, oui, comme ci, comme ça, qu'il faudrait réparer. Et en fait, on se rend compte que dans toute l'Europe, avec les politiques néolibérales, pour enlever les chiffres des maintenances, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Mais on se retrouve avec une ardoise qu'on va sûrement bien plus importante, qu'on va devoir surmonter au moment où on est en crise. Parce que quand on ne maintient pas, un jour, ça craque. On l'a vu à Gênes avec le tragique effondrement du pont. Là, c'était arrivé 2 jours, donc c'était encore pire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Grèce, ça relance un mouvement démocratique sur lequel surfe justement Zoé Konstantopoulou et son parti Cap sur la liberté. Alors, en Grèce, en réalité, si tu veux, ce qui a choqué particulièrement, c'est que les victimes étaient des étudiants qui rentraient chez eux. Et la Grèce est devenue un pays d'enfants rares. C'est-à-dire que c'est un de ces pays d'Europe du Sud dont la démographie est complètement effondrée. Et donc, tout ce qui arrive aux enfants, aux jeunes, prend immédiatement dans la société une dimension tout à fait dramatique. Et donc il y a eu effectivement une mobilisation massive. C'est-à-dire que c'est pas seulement les familles qui ont exigé, mais c'est que partout dans tous les endroits en Grèce, les gens se sont levés pour dire on veut la vérité. Moi, j'habite une petite île de 800 habitants. Voilà, il y avait les jours de mobilisation, les gens descendaient dans la rue et allaient taper avec des casseroles dans les rues du village. Donc, la dernière fois. Oui. Quasiment toutes les villes du village de Grèce, et à Athènes, plusieurs centaines de milliers de personnes. Je rappelle juste parce que
à part nous et quelques autres, personne n'en a parlé ici. Non, non, personne n'en parle. Mais non, et alors, si tu veux, la commission d'experts internationaux a mis, je crois que je l'avais dit déjà quand on en avait parlé la dernière fois, elle a mis directement en cause les politiques d'austérité de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est effectivement. Alors après, il y a aussi des causes internes de la mauvaise organisation, de la mauvaise organisation des chemins de fer grecs depuis la privatisation, etc., des économies de personnel. Mais voilà, je veux dire, effectivement, toutes les infrastructures en Grèce ont subi les restrictions de crédit qui ont été imposées dans le cadre des mémorandums. Et donc aujourd'hui, tout ça fait fait boule de neige. Et la question, c'est celle de la question, c'est celle de l'alternance politique. C'est-à-dire que si tu veux, Syriza a tellement déconsidéré le fait que un parti qui promettait le changement radical à l'époque, si tu veux, on se rappelle tous de voilà, on se rappelle tous. Moi, j'étais le soir du référendum dans mon village. Je veux dire, les gens me disaient, on n'a jamais été aussi heureux depuis très longtemps. Donc les gens y ont cru. Et derrière la descente, si tu veux, le contre-coup sur la crédibilité du politique, a été terrible. C'est-à-dire qu'il y a un désamour pour la démocratie et pour l'ensemble des forces politiques qui est absolument évident. Je me souviens, François Hollande, qui était président de la République française, est formidable et illustre très bien ce que tu dis, puisque avant, quand il y a eu les élections, il disait surtout votez pas pour Syriza, c'est des gens, ils vont faire une catastrophe, ce sont des bolcheviks, tout ça. Et puis dès que Tsipras a signé le mémorandum, il s'est transformé en grand homme d'État. En grand homme d'État, responsable, etc., etc. C'est grotesque. Oui, c'est grotesque. C'est grotesque, mais ça a des conséquences extraordinairement délétères sur la démocratie, puisque tu veux qu'on parle de la démocratie et de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Syriza, c'est plus rien. Hein. Dans les sondages, ils sont à 4%, ils sont même pas sûrs d'avoir des députés dans la prochaine, lors des prochaines élections. Donc ils sont totalement discrédités, ce qui en soi est pas dramatique, mais le problème c'est qu'ils ont discrédité toute idée d'alternance. Donc là, si tu veux, c'est très difficile de reconstruire politiquement quelque chose derrière cette manière d'avoir détruit l'espoir qu'une force politique pouvait changer les choses. Oui, mais quelque chose qui revient justement avec ce mouvement qui a d'abord été populaire, de rendez-nous des comptes pour l'accident de Tempi. Là, récemment, il y a une victoire qui a été remportée parce qu'un père a fait une grève de la faim de 22 jours devant le Parlement. Devant le Parlement. Le gouvernement est obligé de capituler. Il y a une commission d'enquête. On dirait qu'il y a 10 ans après, ça a l'air de revenir un peu. Si tu veux, les sondages ont montré, par exemple, que Jean-Yves Constantopoulou, qui était à la tête, pas à la tête, mais qui était, qui a pris le parti de défendre ses familles, a tout d'un coup connu une popularité qu'elle n'avait pas depuis 10 ans qu'elle a lancé son parti politique. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose avec cette affaire de Tempi. Maintenant, si tu veux, le problème, c'est de transformer ça en action politique. Bon, le parti a beaucoup monté. Là, il est redescendu derrière le PASOK, mais le PASOK est en très mauvaise forme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, en fait, c'est un émiettement des forces politiques. Donc voilà. Est-ce que de tout ça en 2 ans, parce que en principe, la prochaine échéance est dans 2 ans, est-ce qu'on peut attendre oui, il va y avoir effectivement une concordance si les 2 gouvernements vont au bout.
Donc là, elle est actuellement dans les sondages, elle est la troisième force politique. Alors avec un parti d'extrême droite qui est un peu bizarre. Spartiate. Non, non, c'est pas Spartiate, c'est Solution Grecque. Solution Grecque, dont le leader est un ancien animateur de téléachat à la télévision qui à un moment a vendu une lettre du Christ. Donc c'est une chose un peu baroque, mais qui illustre la décomposition. voilà, qui illustre la décomposition et qui si tu veux, qui coagule une droite un peu autoritaire et religieuse, voilà, avec une très forte connotation orthodoxe, c'est-à-dire Si tu réussis à vendre une lettre du Christ, tu peux vraiment fourguer n'importe quoi. ouais, donc C'est un certain talent. et puis derrière, il y a le vieux parti communiste qui est toujours avec ses 5, 6, 7%, voilà. Donc tout ça, si tu veux, ça fait un paysage politique qui est très éclaté. Et, est-ce que tout ça peut se réorganiser avec une véritable alternance d'ici les échéances? On va voir. On va voir. En tout cas, alors, je disais, nous étions en Grèce pour voir Zoé Konstantopoulou, puisqu'elle elle a lancé lundi dernier, donc lundi 10 novembre, pardon, elle a lancé son programme de gouvernement, donc différentes. On a suivi tout ça, et en même temps est venue cette idée de refaire une sorte de printemps des peuples, de réunir ceux qui, dans les différents pays européens, ont les mêmes aspirations. C'est-à-dire, et on voit qu'une des aspirations, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on le voit maintenant en Grèce, à chaque fois qu'il y a, malgré l'écrasement par le système, par l'Union européenne, la BCE, le FMI, qui se mettent en meute pour chasser, malgré tout, ça réémerge toujours. Et les peuples d'Europe ont l'air de ne pas avoir abandonné l'idée de démocratie. Oui, oui, bah, je Souveraineté populaire. Bien sûr, la souveraineté populaire, elle est née à Athènes, donc les Grecs, c'est un peuple extraordinairement politique, comme le peuple français, donc effectivement, chaque fois qu'ils voient une opportunité de redonner vie à ça, bah, il y a quelque chose comme un espoir qui lève. Mais cette démocratie, il va falloir lui redonner de la consistance. C'est-à-dire que on peut pas continuer aujourd'hui, à mon avis, à parler de démocratie si la démocratie se limite à voter tous les 4 ans et à choisir des gens qui mèneront la même politique. Donc Faire barrage. ouais, donc et à faire barrage. Donc la question aujourd'hui, c'est celle d'une vraie alternance politique. Et de fait, cette alternance politique, elle n'est possible ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Donc, si tu veux, il y a un moment où il faut se rendre compte que le carcan est tel que la démocratie, la souveraineté populaire, elle étouffe dans ce carcan. Et donc, à force de l'étouffer, on va décrédibiliser tout ce qui est l'action politique, parce que cette action politique se limite à reproduire toujours les mêmes recettes. Donc j'espère que Zoé va proposer effectivement des choses là-dessus. Alors maintenant, c'est très difficile pour la Grèce, si tu veux. Autant pour la France, on peut dire que si la France, là où elle est, avec sa position géographique, avec le fait qu'elle est contributeur net, avec le fait et qu'elle va l'être de plus en plus, avec le fait que
elle est un des pays fondateurs, etc. Elle peut créer un rapport de force tout à fait efficace. Hein. Euh, Si demain la France dit bah écoutez non voilà je renationalise telle ou telle politique et je cesse de payer pour ceci pour ceci pour ceci pour ceci, je veux dire, je vois mal Bruxelles imposer des sanctions ou etc. Donc on a une marge de manœuvre, la Grèce en a beaucoup moins, je veux dire, de par sa position périphérique, de par son poids économique qui a fondu depuis les mémorandums, de par le fait qu'elle est fragile sur le plan international, qu'elle est menacée par la Turquie et qu'elle considère, à tort ou à raison, que l'appartenance à l'Union européenne est une garantie face à cette menace turque. Donc c'est pour la Grèce seule, c'est très difficile d'aller de l'avant. D'où l'intérêt d'avoir un mouvement à l'intérieur de l'Union européenne qui appuie cette dynamique de libération du carcan et de récupération de la souveraineté nationale et populaire. Souveraineté nationale et souveraineté populaire, pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que... Et contrairement à ce que disait Macron il y a encore 2 jours, la question, c'est pas d'être un peu plus souverain. Je veux dire, on n'est pas un peu plus ou un peu moins souverain. On est souverain ou on n'est pas souverain. Donc, l'usage du mot souverain et du mot souveraineté à l'heure actuelle par toute une classe politique qui a, en France comme en Grèce, qui a liquidé cette souveraineté, qui l'a sapée de manière systématique depuis Giscard. Donc tout cet usage si tu veux, c'est pervertir le sens des mots. C'est-à-dire, c'est utiliser un mot, souverain, souveraineté, pour le vider de tout contenu, en réalité. Donc il faudrait revenir sur ce qu'est la souveraineté. Est-ce qu'il y a une souveraineté quand on n'a plus la souveraineté de ses frontières, quand on n'a plus la maîtrise de ses frontières, quand on n'a plus la maîtrise de sa monnaie, quand on n'a plus du taux de change de sa monnaie, ou voilà, quand on n'a plus la maîtrise de son budget, quand on n'a plus la maîtrise de ces normes, enfin, on sait bien aujourd'hui que la plupart des normes ne sont plus votées par nos parlements. Elles sont déterminées par des bureaucrates non élus et elles sont transposées en droit interne par nos parlements qui n'ont aucun pouvoir ni de les discuter ni de les amender. Voilà, bon. Est-on souverain quand on confie à Van der Leyen l'achat des vaccins ou la négociation du Mercosur? Non, on n'est plus souverain. On n'est plus souverain sur rien. On n'a plus la maîtrise de nos politiques. Donc voilà. Si on se remet pas dans une perspective de récupérer toutes ces compétences qui ont été déléguées et de les récupérer vite et fort, on se condamne. Parce que si on les récupère pas et qu'on arrive au pouvoir, de toute façon, on aura les mains liées et on finira, comme Syriza, à être obligé d'avaler toutes les couleuvres qu'on nous fera avaler. Donc, si tu veux, il n'y a qu'une stratégie de rupture aujourd'hui qui est valable. C'est le premier acte d'un nouveau pouvoir politique. C'est ce que propose Guénaud régulièrement en ce moment dans les médias. Mais Guénaud, il est très ambigu sur l'euro. Non, il est ambigu sur l'euro, mais il propose ce qui, moi, je pense, est la première chose à faire pour quelqu'un qui serait élu, en dehors du Frexit. Ce qui est encore plus fort que le Frexit, c'est de faire un référendum pour modifier l'article 55 et dire que la loi nationale rime sur toutes les lois. C'est le début de tout. Alors, en fait, ça permet d'agir. Donc, si tu veux, c'est l'étape indispensable et unilatérale. C'est-à-dire,
moi, si tu veux, ce que nous a montré le Brexit, c'est que si on rentre dans la mécanique européenne de la dénonciation, on a 20 000 fois le temps de se faire étouffer. Donc, je veux dire, on récupère la souveraineté en faisant un acte de souveraineté. C'est-à-dire, on dit, bah, à partir de maintenant, c'est moi qui décide de mon destin. Et après, si vous voulez, on peut négocier sur la manière de réorganiser des coopérations. Mais voilà. Alors ça, si la France le fait, de toute façon, de facto, si tu veux, géographiquement, il n'y a pas moyen, y a pas moyen de s'opposer à ce qu'on posera. Je veux dire, voilà. Et d'autant plus que même au sein de cette Union européenne telle qu'elle est, on a aujourd'hui des pays d'une puissance relative, comme la Pologne, mais aussi la Hongrie et la Slovaquie, qui sont pas beaucoup plus puissants que réellement la Grèce, en fait, en tout cas en termes de population. Ah non, plutôt moins même. Qui, eux, alors on l'a appris, refusent toute importation d'immigration, avec les gens qui passent à la télévision, qui répondent à des journalistes européens choqués. Ils disent oui, mais notre peuple nous a élus pour ça. Vous trouvez que c'est pas bien, c'est votre problème. Nous, on est élus pour ce mandat, donc on applique ce mandat. Et là, on a appris récemment que l'Ukraine, la Hongrie et la Slovaquie, en fait, font du protectionnisme intra-européen et refusent tout produit agricole d'Ukraine. Quand bien même le Pologne soutient considérablement l'Ukraine. Donc refuse l'importation de produits ukrainiens qui, eux, quand même, vont ailleurs, dont en France. Donc en fait, quand on veut, même au sein de l'UE, on peut un peu. C'est une question de volonté politique aussi. Non, mais est-ce qu'il y a clairement depuis, il y a clairement depuis quelques années un pôle qui se constitue de pays qui en ont, de peuples qui en ont assez. Je veux dire, les dernières élections tchèques, je vais faire ma pub, hein, Oui, les 30 bonnes raisons. on l'a fait déjà quelques fois comme pub. Ouais, non, mais c'est juste pour dire que j'ai reçu il y a 2 mois de mon éditeur HEO de ce livre 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe, une demande de traduction en tchèque. Voilà. Et donc par le même éditeur qui édite Emmanuel Todd. Donc, si tu veux, manifestement, il y a dans ces pays-là une réflexion intellectuelle. Et si un éditeur, alors que ce livre est quand même, il est ancien déjà, donc on m'a demandé de faire une préface pour dire, voilà, mais l'éditeur m'a dit, en fait, on a lu votre livre. Alors, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont historiquement un peu situées, puisque je fais l'analyse de la commission de l'époque. Il dit, mais en fait, tout ce que vous dites sur ce qui va arriver, ça arrive. Et donc, Olivier Delorme qui passe chez nous, on a Emmanuel Todd qui passe sur Fréquence Populaire, on devrait faire une Anthony Tchèque à Prague. Il y a un public. Et donc voilà, donc ça veut dire que le nouveau président ou le nouveau premier ministre, c'est pas le président, c'est le premier ministre tchèque, apparemment est sur des positions lui aussi très souverainistes. Alors on va avoir effectivement dans cette Europe orientale et on peut penser que si on n'avait pas truqué les élections roumaines, on aurait peut-être des résultats différents de ceux qu'on a eus et des responsables roumains qui ne seraient pas ceux qu'on a eus. Et puis en Bulgarie, on a des partis eurosceptiques qui ne cessent de monter. Voilà, donc si tu veux, c'est vrai qu'il y a une révolte des peuples. Ce qui est intéressant, c'est que cette révolte des peuples, elle vient de l'Est en fait. C'est-à-dire que comme si ces peuples qui s'étaient libérés de la tutelle soviétique voyaient dans la tutelle bruxelloise la poursuite de... Et une forme de logique. Oui, une forme de logique. D'ailleurs, c'est formulé de cette manière dans certains pays de l'Est. Oui. On a quand même récupéré notre souveraineté, c'est pas pour que quelqu'un d'autre, un autre solide suprême bizarre, décide. Alors, tu sais, on me dit toujours, oui, mais en 2015, les Grecs ont voté non, mais les Grecs, ils voulaient pas sortir de l'UE et ils voulaient pas sortir de l'euro. Et ce référendum, ça voulait pas dire ça.
oui et non. C'est-à-dire qu'on leur a tellement seriné pendant la campagne que s'ils votaient non, ils seraient fichus en dehors de l'Europe et fichus en dehors de l'euro, qu'ils le voulaient peut-être pas, mais en tout cas, ils en ont pris le risque. Donc ça veut dire aussi que les peuples, à un moment donné, ils sont capables de voir ce dont ils ne veulent pas, et ils sont capables de prendre le risque qu'on leur... Parce que c'est un peu comme avec le Brexit, hein, en 2015, enfin d'ailleurs chez nous en 2015, en 2005, c'était la même chose, et pour le Brexit, c'était la même chose. Je veux dire, on promettait aux gens la pluie de sauterelles et la mer Égée qui allait devenir rouge de sang, hein. Les gens ont malgré tout pris ce risque-là. Donc ça montre qu'il y a dans ces peuples, à partir du moment où on leur explique les choses et où le bouclier démocratique n'empêche pas les gens qui sont hostiles à cette manière d'enchaîner les peuples, que ces peuples sont prêts à une libération. Moi, je me rappelle, si tu veux, dans la petite île de 800 habitants qui a voté massivement Syriza et qui a voté massivement non. Je suis allé faire mes courses à l'épicerie où j'ai mes habitudes, et il y a une télé dans un coin, et c'était à l'époque où il y avait les bras de fer de Varoufakis et des gens de la commission. Et donc, je regarde un peu, puis je lui dis, là-bas, ils savent pas enfin, ils savent pas aussi, maintenant ils savent, parce qu'ils doivent regarder Facebook, mais à l'époque, ils savaient pas trop ce que je pensais là-dessus. Enfin, ou en tout cas, par l'épicier. Et donc, je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et l'épicier me répond, bah, on quitte l'euro, évidemment. Évidemment. Tu vois. Et il me dit, ça sera dur pendant 5 ans, mais on sait se serrer quand c'est dur, on sait se serrer les coudes, et on s'en sortira. Voilà, donc si tu veux, il y avait à l'époque cette ambiance-là, qui était une ambiance au-delà même des gens qui descendaient dans la rue. Il y avait vraiment une conscience il fallait changer de paradigme, quoi. Bon, alors tout ça aujourd'hui, c'est à reconstruire, parce que encore une fois, la trahison de Syriza a décrédibilisé les discours critiques, ma conviction, c'est que si on dit aux gens vous allez retrouver la maîtrise de votre destin, je veux dire, les gens seront d'accord. Enfin, une majorité des gens sera d'accord. Mais après, il faut effectivement qu'il y ait un projet solide, hein. Et il faut se mettre à y travailler, parce que il faut savoir quelles sont les urgences, comment on fait, qu'est-ce que euh, il faudra un gouvernement, quelque chose du genre d'un gouvernement de salut public, hein. C'est-à-dire des mesures extraordinairement fortes, une pédagogie disant aux gens, ben voilà, si on passe par un creux, c'est après pour rebondir, alors que là, on est dans un processus de mort lente. Et je pense que beaucoup de Français aujourd'hui, comme beaucoup de Grecs, sont convaincus qu'on est dans un processus de mort lente. Donc voilà, mais il faut avoir réfléchi à ce que ce gouvernement devra faire. Et je pense qu'il faudra proposer un programme simple, lisible, compréhensible, avec des mesures qui en même temps permettent de répondre aux demandes des gens aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, il y a des grandes questions sur lesquelles il va falloir travailler pour faire des propositions, des propositions précises. Je crois que je te le dis.
J'espère qu'il y en a qui écoutent. Non, mais d'ailleurs, c'est ce que, en tout cas, tente de faire Zoé Konstantopoulou en Grèce avec le programme qu'elle propose. Ayant conscience, évidemment, que c'est quand même plus puissant si on peut montrer un accord entre pays européens. Et ça s'est vu, c'est un petit peu tremblé à Bruxelles. Ils n'aiment pas beaucoup quand les drapeaux des peuples se mélangent, parce que ça fait plus européen qu'ils ne sont en fait. Mais là, les agriculteurs, le soulèvement agricole dans toute l'Europe, hein, de la Pologne jusqu'à la France, il y a eu un petit moment d'inquiétude, parce que bon, ça se donne plus à voir. On n'est pas juste les originaux gaulois, ni les originaux grecs, ni les originaux polonais. On se rend compte qu'en fait, peu ou prou, les gens veulent la même chose. Ils veulent travailler dignement, que l'école fonctionne et pouvoir se soigner à l'hôpital. Bien sûr, Voilà. bien Le sûr, service public bien sûr. soit pas en carafe. Bien sûr. Moi qui reviens maintenant de loin en loin en France, je veux dire, la dégradation des services publics, c'est une chose que je perçois à chacun de mes retours. C'est-à-dire Oui, que c'est comme des étrangers. c'est vraiment frappant, quoi. On voit alors en Grèce, ça a été beaucoup plus brutal, hein, parce qu'il y a eu cette affaire du mémorandum, mais on voit bien qu'on est sur la même, on voit bien qu'on est sur la même pente. On voit bien qu'on est sur la même, sur la même pente, et on peut pas. On peut pas sortir, on peut pas inverser cette pente si on n'inverse pas les données de base. C'est-à-dire que, tu vois bien, je veux dire, alors, von der Leyen va voir Trump, et puis elle dit, bon, 15%, 15% de droits de douane, bon, bah d'accord. Qui a été consulté, quel processus démocratique il y a derrière tout ça, à qui rend-elle des comptes, voilà, donc tout ça, si tu veux, c'est un problème. Et puis, ce 15%, c'est 15%, plus les 15% de dévaluation du dollar. Parce que la Banque Centrale Européenne a sa politique monétaire, et que la politique monétaire de Trump, c'est de faire baisser le dollar. Et donc, J'envoie la vidéo de Sapir sur cette question. ah ouais, donc on est aujourd'hui à 30%. On est aujourd'hui à 30%. C'est-à-dire que les produits américains vont coûter 30% de moins chez nous, et nos produits vont coûter 30% de plus aux États-Unis. Et on pense que ça va passer comme ça, crème. Oh, évidemment. Donc si tu veux, tout ça doit changer si on veut sortir de cette mort lente, de ce processus de mort lente dans lequel on est engagé. Alors, tu es un peu dépressif, parce que, regarde, on vient de vendre 100 avions Rafale à l'Ukraine. Oui. Bon. Oui, non, mais voilà. Alors, si tu veux, après, on est face, nous, à un pouvoir qui, quand même, en Europe, est parti. Enfin, tu me diras, Starmer ou Merz, c'est pas beaucoup mieux, mais on est face à un pouvoir qui n'a plus aucun rapport avec la réalité, quoi. Chien. Donc voilà. Là, on est quasiment à la schizophrénie. On est dans la schizophrénie. Alors, voilà un gouvernement. Que le chômage s'est réduit, la France est devenue plus compétitive, et Oui. son économie est meilleure. Oui. Et puis alors ces avions, c'est un président qui n'a plus. Voilà quoi, son mandat est terminé. On ne sait pas qui lui succédera, dans quelles conditions, qui sera candidat, avec quel programme, et puis il donne une lettre de commande, une lettre d'intention pour l'achat de 100 avions, probablement avec l'argent que de nous on va lui donner. Enfin, je veux dire, tout ça est du grand guignol quand même. Après avoir par 3 fois voulu que Dassault donne ses secrets Voilà. aux Allemands. Et c'est le PD, enfin c'est la direction de Dassault qui a dit non. Heureusement.
Mais après, et tout ça dans un pays qui vient de suspendre son ministre de la Justice et son ministre de l'écologie parce que l'argent qui circule sans aucun contrôle en réalité. Oui, 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 je parle de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, tous ces milliards depuis 3 ans qui transitent et qui sont donnés sans aucun contrôle. On sait que les armes non plus ne vont pas en totalité sur le front, mais qu'elles sont revendues, qu'elles reviennent dans nos banlieues, en Afrique, etc., etc. En plus, quand même, on a eu cette expérience-là avec les guerres de Yougoslavie. Je veux dire, d'avoir donné des armes, d'avoir balancé des armes comme ça dans la nature, Dans un volume bien moindre. dans un volume bien moindre, et qui sont, dont on sait très bien qu'elles sont revenues, et que Schengen est une passoire, et que tout ça circule tout à fait librement, et donc on recommence à une échelle beaucoup plus grande. J'entendais il y a pas très longtemps Olivier Delamarche dire mais vous connaissez, vous, un exemple avec des flux financiers de cette ampleur qui n'ont pas donné lieu à des rétrocommissions au profit des généreux donateurs? Enfin, je veux dire, tout ça est quand même d'une opacité, d'une opacité incroyable. Quoi qu'on pense de la position de la Russie, du conflit, de la guerre d'Ukraine, ça, je veux dire, la manière dont on dépense, dont on envoie de l'argent là-bas, qui, à l'évidence, s'engloutit dans un trou sans fond, et dont une partie ne va même pas aux combattants ukrainiens, ne va pas à des combattants ukrainiens qui sont aujourd'hui au bout du rouleau et qui se sont battus comme des lions. Enfin, je veux dire, on peut penser ce qu'on veut de cette affaire, et je suis pour ma part très critique de la politique européenne qui a été menée avec les accords qui n'ont pas été garantis, les accords de Minsk qui n'ont pas été garantis, dont l'application n'a pas été garantie par les garants qui étaient la France et l'Angleterre et l'Allemagne. Bon, voilà, on peut penser ce qu'on veut de l'opération spéciale, mais je veux dire, derrière, si on donne de l'argent et des armes, on s'assure de leur destination. Or, manifestement, il y a aucun rappel, aucun contrôle. Et à l'époque où on nous dit il y a plus d'argent pour l'hôpital, il y a plus d'argent pour la police, il y a plus d'argent pour la justice, il y a plus d'argent pour la Commission demande de commission d'enquête pour savoir où les armes en Syrie. quand même. C'est jamais celui. Mais oui. Déjà, rien que la Syrie, on n'était pas trop certain de qui ça alimentait. Non, donc là, il y a quand même, là aussi, c'est un énorme déficit démocratique. C'est-à-dire que le Parlement ne joue pas son rôle. Je veux dire, enfin bon, voilà, les partis qui sont au Parlement devraient aujourd'hui exiger une commission d'enquête sur la comptabilité et l'usage de l'argent que la France de la France et de l'argent et des armes que la France a donné à l'Ukraine. Enfin, on nous dit aujourd'hui que nos entrepôts sont vides, qu'on aurait 8 jours de munitions, tu sais ça mieux que moi. Je veux dire, et on a donné en pure perte des armements sans aucun contrôle, sans aucune. Moi, je comprends plus, si tu veux, je comprends plus comment tout ça fonctionne et comment on est. Comment dans une démocratie c'est possible? Je veux dire, il n'y a plus de contrôle, de l'exécutif dans cette affaire. Il n'y a aucun contrôle de l'exécutif dans cette affaire. Or, la fonction d'un parlement, c'est de contrôler l'exécutif. Donc, voilà. Oui, mais demander un tel contrôle te range immédiatement dans les poids russes. Bien sûr. Et tu subis les foudres du European Democracy. Bien sûr, bien sûr. Tu sais qu'en Grèce, là, hier, je crois. Il a fait sa tournée. Il est passé Oui, par la Grèce. il est parti par la Grèce.
Et en fait, le gouvernement a interdit les manifestations en Grèce. Parce que les gens en ont marre aussi. C'est-à-dire que la Grèce est un pays menacé par la Turquie à côté, et voir partir les armes, alors même s'ils ont été beaucoup plus prudents que nous sur les transferts d'armes, mais bon, il y a une fraternité orthodoxe, même si elle est très à dimension, à géométrie variable, mais la population n'est clairement pas sur le même sur les mêmes positions otaniennes que le gouvernement. Et donc il y avait un risque de manifestation, et on a simplement interdit. Donc tout ça est quand même très 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 inquiétant sur ce que sont en train de devenir nos démocraties. L'extension de la censure, voilà, on veut aujourd'hui réduire les derniers espaces de parole libre qui existent sur le net, alors qu'on a déjà des médias officiels qui sont totalement alignés et qui, enfin, je veux dire, quand on écoute, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, tout ce que ces gens ont débité depuis 3 ans, et qui ne sont que des mensonges. Donc, tout ça est quand même très... Une fois de plus, on a l'impression que la guerre accélère l'histoire, quoi. Très clairement, que ce soit sur le plan stratégique, Technique. avec les drones, que sur le plan des carences de nos démocraties qui apparaissent de plus en plus, de plus en plus éclatantes. Et quoi faire pour un pouvoir qui prendrait les mesures que tu as annoncées tout à l'heure? Je pense qu'ils sont très justes et de bon sens. En tout cas, il y a une appétence pour la démocratie dans le peuple. Merci Olivier de nous avoir reçus chez toi, Merci Georges. nous avoir instruits. Encore une fois, extrêmement intéressant. Donc on profitera à chaque fois de toi. Qu'est-ce qui se passe pour t'attraper, puisque tu es sur ton île qui, si je ne m'abuse, dans ma mythologie restante, a été lancée sur... Tu es séparé de Kos parce que Voilà. Bou a été lancé sur la tête d'un géant. Voilà, c'est au moment de la lutte des dieux et des géants. Il y avait le géant Polyvotis qui était en combat avec Poséidon. Et Poséidon a pris un gros rocher de Kos qu'il a jeté sur Polyvotis. Et donc Polyvotis, qui est le nom encore que les Grecs d'aujourd'hui donnent au volcan de Nissyros, est sous le rocher lancé par Poséidon. J'habite sur le rocher lancé par Poséidon, et Polyvotis travaille en dessous dans les forges d'Héphaïstos, enchaîné pour l'éternité. C'est beau. Ah, c'est beau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aimer, d'apprécier, de liker. Et puis peut-être qu'un jour tu pourras venir faire une émission en direct, en direct au volcan. Avec un immense plaisir. Déjà à Athènes, il faisait beau là, on se serait cru en juillet. Oui. Il fait très vite, ça m'a fait rater bon final, tu vois. Alors, n'oubliez pas de liker. Voilà, comme ça, on aura plus de chances d'aller éventuellement un jour sur cette magnifique petite île. En tout cas, dont on aime bien suivre sur ta page Facebook les événements populaires. Et très, très, très sympathique. Ouais. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner. Allez, pour ceux qui en ont encore les moyens, vous pouvez nous aider en nous faisant un don en dessous de cette vidéo. Vous verrez, il y a un lien Stripe, il y a un lien Tipeee. Je vous rappelle que depuis maintenant un petit peu plus de 2 mois, nous avons lancé un portail numérique où vous trouverez des textes écrits par nous-mêmes ou par toute une série de contributeurs. Je vais inviter, si jamais, à contribuer. Des articles courts, des articles longs, en tout cas des articles d'analyse que l'on ne trouve pas toujours ailleurs. Et pour ça, il vous suffit juste de renseigner un email et vous pouvez lire sans être agressé par aucune publicité, parce que là, c'est nous qui avons le contrôle, donc on peut lire paisiblement sans avoir d'incitation à l'achat d'idioties qui en général ne servent à rien. Voilà, et ceux qui peuvent nous aider, vous pouvez faire un abonnement, l'équivalent d'un café par mois, donc 2 €. Donc ça nous aide à continuer ce qu'on fait. Merci à tous et à très bientôt.